Ouattara et M. Macron, en introduisant cette monnaie, ont joué un sale tour à l'Afrique et il faut que les Africains s'en rendent compte. Ceci est d'autant plus grave qu'au même moment où Macron sème la zizanie en Afrique, il est en train de construire l'Europe. Il est en train de renforcer l'Europe. Il est en train de travailler pour l'unité européenne. Sachez que M. Macron a rencontré Mme Merkel, ils se sont arrangés, et si vous avez suivi récemment avec la présidente de la Commission de l'Union européenne, Mme Ursula von der Leyen, ils ont lancé un emprunt de 750 milliards d'euros. Et ça, c'est quelque chose qui est passé inaperçu, mais qui est très important parce que c'est un premier pas vers une espèce d'unité budgétaire européenne, parce que c'est la première fois que les États européens se rassemblent pour lancer un emprunt qui sera supporté par chacun des gouvernements. Donc, Macron, je ne vois pas le Nigeria accepter que l'écho, qui, encore une fois, ne peut pas être la monnaie de l'UEMOA, mais est la monnaie de la CEDEAO, que l'écho fonctionne comme le Ouakron. Le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et les autres pays ne peuvent pas l'accepter. Si monsieur le président Ouattara a joué le rôle que j'appelle, malgré tous les respects que je peux avoir à l'égard du titre qu'il occupe, mais il a joué ici un rôle de traître. Et tous les chefs d'État africains de l'UEMOA, tous les chefs de l'UEMOA qui ont accepté ce projet, doivent porter eux aussi la casquette de traître. Et nous attendons qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils ont accompli ce geste. Parce qu'il est incompréhensible que des pays africains, aujourd'hui, en 2020, acceptent ce qui s'est passé et les conditions du Ouakron, telles que je pourrais vous les expliquer par la suite. Nous sommes donc en face d'un acte de traîtrise caractérisé qui conditionne et prolonge la servitude monétaire et la servitude tout court des économies des pays de la CEDEAO et en tente des économies de l'UEMOA, et en faisant cela pour des économies des pays de la CEDEAO, savent bien que les autres pays de la CEDEAO ne vont pas l'accepter, et donc c'est un moyen de tuer dans l'œuf le projet de l'écho de la CEDEAO. C'est très très grave. Il faut que les Africains se lèvent contre ce projet du Ouakron, le dénoncent de toutes les forces et demandent des explications aux chefs d'État qui ont soutenu cela. Et puisque nous avons parlé du Mali, le président du Mali, qui fait partie de la CEDEAO, doit pouvoir nous expliquer pourquoi il a accepté cela. Le président du Niger, les présidents du Burkina Faso, qu'ils viennent nous expliquer en quoi le Ouakron est une monnaie qui n'est pas un acte de guerre monétaire contre l'Afrique, mais un acte qui pourrait apporter le progrès économique. Si vous voulez, je peux m'arrêter là pour l'instant. S'il y a des questions, je vais y répondre avant de prolonger par la suite pour vous donner les détails en particulier de la décision qui a été du projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres français le 20 mai, projet de loi portant donc sur le Ouakron, et je vous donnerai aussi les détails de la convention qui a été signée par le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, du côté français, et par ses 8 collègues de l'UEMOA. Ce sont 2 documents très importants que j'invite tous les Africains à lire pour se rendre compte de la forfaiture qui est lancée contre eux par ce projet de Ouakron. D'accord. Donc, pour les questions, je vais poser donc une première question. Donc, concrètement, au niveau de la réserve d'or, qu'est-ce qui est envisagé pour la zone UEMOA? Alors, sur les réserves, vous savez que les pays de l'UEMOA déposaient jusqu'ici 50% de leurs réserves en devises.
dans au compte d'opération, qui est un compte détenu même pas à la Banque de France, mais au Trésor français. Maintenant, pour les réserves d'or qui étaient aussi déposées, d'après la nouvelle décision du Wacron, ces réserves devraient être rapatriées en Afrique. Et en ça, je le redis, c'était une bonne chose. Donc tu disais que c'était une bonne chose que les réserves d'or soient restituées, du moins que soient réintégrées. Oui, il n'y a aucune raison que les avoirs c'est une absurdité qui n'a aucune justification économique que les avoirs de certains États que certains États africains soient obligés de déposer leurs avoirs dans un compte du Trésor français. Il n'y a aucune justification économique. Ils peuvent le faire de leur plein gré, mais ils ne doivent pas y être contraints par une loi ou un traité. Ça n'a aucun sens. D'accord. Alors, je vais poser les autres questions. Donc, l'écho de la CEDEAO, en quoi est-ce qu'il représenterait une menace pour la France? Est-ce que tu peux nous développer ce point? Alors, il faut bien comprendre les choses. À travers le CFA, qui est une forme de nazisme monétaire, qui est le nazisme monétaire, et même un nazisme monétaire augmenté, la France a pu réaliser ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Depuis 1945, le jour où la France, le 25 décembre 1945, où la France, par un décret signé par 3 personnes, le général de Gaulle, qui était président du gouvernement provisoire, M. Jacques Soustel, qui était ministre des colonies, et René Pleven, qui était ministre des Finances, ils ont donc créé par ce décret du 25 décembre le franc CFA. Et le franc CFA est une arme extrêmement efficace pour exploiter les pays africains. Et comment les Français ont su que c'était une arme efficace? Parce que les Français, à la différence des Anglais, ont subi le nazisme monétaire. Vous savez, en général, quand on parle de nazisme, les gens ne voient que les armes qui crépitent. Les gens ne voient que Hitler, les armées allemandes qui arrivent, qui tuent des personnes. Mais les Allemands, comme je le dis souvent, sont des gens très organisés. Et en particulier, l'armée allemande était une armée très organisée. Et au sein de cette armée, il y avait une division économique. Et d'ailleurs, ceux qui exécutaient le nazisme monétaire avec leur chef à Berlin, qui était Hermann Göring, qui était le père même du nazisme monétaire externe. Parce que le nazisme monétaire avait 2 faces. Il y avait la face interne et la face externe. À la tête de la face interne, il y avait un banquier central de génie qui s'appelle le docteur Hjalmar Schacht. Et celui qui s'occupait du nazisme monétaire externe, c'était Hermann Göring. Et Hermann Göring utilisait la monnaie pour exploiter tous les pays que l'Allemagne occupait. Que ce soit la Belgique, la Hollande, la Tchécoslovaquie, tous ces pays, l'une des premières, sinon la première chose que faisait l'Allemagne quand elle arrivait dans un pays, c'était d'aller occuper la banque centrale, parce que les Allemands savent très bien que celui qui contrôle la banque centrale, qui contrôle la monnaie, contrôle le reste. Et de qui les Allemands savent-ils cela? Ils le savent de l'ancêtre des Rothschild, le fondateur de la famille Rothschild, des banquiers Rothschild. Il a une déclaration célèbre dans laquelle il dit « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de qui fait les lois. » Autrement dit, Rothschild dit que pour lui, le plus important pour contrôler un pays, c'est celui qui contrôle la monnaie de ce pays, et il est même beaucoup plus puissant que ceux qui font les lois dans ce pays. Et donc, en mettant la main et en étendant leur contrôle sur la monnaie de ces pays, la France utilise tous les mécanismes du nazisme monétaire pour s'enrichir. Parce que la France, elle a subi le nazisme monétaire parce qu'elle était la plus grande proie des Allemands. Et c'est ce que les Africains doivent bien comprendre. Dans le franc CFA,
Pourquoi est-ce que les Français, posez-vous la question, pourquoi est-ce que les Français créent le franc CFA en 1945, c'est-à-dire après la guerre? Ils auraient pu continuer comme avant, comme les Anglais ont continué comme avant dans leur colonie. Pourquoi les Anglais n'ont pas utilisé des espèces de livres CFA? Pourquoi au Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone, tout ça, il n'y a pas de livre CFA? Ce n'est pas parce que les Anglais sont de meilleurs colonialistes que les Français. C'est tout simplement parce que les Anglais n'ont pas été soumis au nazisme monétaire, dont ils ne connaissaient pas l'expérience du nazisme monétaire. Ils ne pouvaient donc pas l'utiliser. Or, les Français ont subi le nazisme monétaire depuis mai 1940, quand les Allemands entrent à Paris, jusqu'à la fin de la guerre, vers fin 44-45, début 45. Donc, les Allemands imposent le nazisme monétaire, et c'est pour ça que quand les Allemands défilent sur les Champs-Élysées le premier jour, ils vont directement, quand on descend les Champs-Élysées, Rue Croix des Petits Champs, qui est le siège de la Banque centrale française. Et le drapeau allemand est hissé, et les officiers allemands prennent charge de la monnaie française. Ça nous ramène donc au franc CFA. Quand le général de Gaulle et ses hommes arrivent et découvrent comment les Allemands ont pu les exploiter en utilisant le nazisme monétaire et en faisant signer avec le gouvernement de Pétain des accords dont la partie monétaire est importante. Et il suffit donc au général de Gaulle et à ses hommes de prendre ces accords, de les faire du copier-coller et de les appliquer aux Africains en créant le franc CFA. Et c'est ce qui existe depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 75 ans après. Et c'est incroyable que des pays soi-disant indépendants acceptent que le nazisme monétaire persiste chez eux. Et la France s'enrichit tous les jours. Et quand on a parlé des 30 glorieuses, il faudrait faire le bilan. La France, et c'est pas moi qui l'écris, c'est Jean Boissonnat, qui était un des experts du comité monétaire à la Banque centrale de France, qui dit que pendant les 30 glorieuses, la France a pu acquérir toutes les matières premières qu'elle voulait sans débourser un seul centime. Parce que par le mécanisme du nazisme monétaire, il lui suffisait de faire un jeu d'écriture exactement comme les Allemands faisaient faire un jeu d'écriture aux Français quand les Français leur livraient des marchandises. Donc, c'est un phénomène extrêmement efficace et les universitaires français se taisent là-dessus parce qu'ils savent le mal que leur pays a fait à l'Afrique et peu d'économistes africains sont au courant de la chose parce qu'ils n'ont pas la culture historique nécessaire et dont les universités africaines n'enseignent pas cela. Les Africains vivent depuis 1945, les Africains du moins de la partie CFA vivent depuis 1945 sous le coup, sous le nazisme monétaire qui est une partie du nazisme, avec l'accord des dirigeants africains, parce qu'il ne faut pas seulement donner le tort à la France, il faut dire que les dirigeants africains sont très bien d'accord avec le nazisme dans leur pays et donc le nazisme monétaire. Et ils ne s'en expliquent jamais, vous allez le remarquer. Et ils n'autorisent même pas le débat. Et encore moins la discussion. Si vous voyez, même les gouverneurs des banques centrales, que ce soit la Banque centrale, la BCAO, en Afrique de l'Ouest, la BEAC, jamais ils ne débattent de ces choses. Parce qu'ils prétendent qu'ils sont très qualifiés. Mais nous ne voyons pas leur qualification. S'ils étaient si qualifiés, la débâcle économique et sociale ne serait pas celle qu'elle est dans leur pays. Donc, pour répondre à votre question, les Français ont tout avantage à contrôler et à continuer d'exercer le nazisme monétaire en Afrique. Hier, par le CFA direct dans la zone de l'UEMOA, et aujourd'hui par ce projet de Ouakron, et ils continuent en Afrique centrale d'exercer tout bonnement le nazisme monétaire sans rencontrer de résistance, parce que les dirigeants politiques n'ont pas accepté le débat, et eux-mêmes ne viennent pas s'expliquer sur l'utilité et la raison d'être du franc CFA. Tant que la population ne se soulèvera pas, et que les hommes d'affaires, les forces vives, ne viendront pas porter l'estocade contre le franc CFA, contre le nazisme monétaire, il continuera à exister.
Et je termine en disant ceci. Ce nazisme monétaire existe et est perpétué avec des complicités diverses qui sont internes et externes à l'Afrique. Parmi les complicités externes, je voudrais citer les institutions internationales et en particulier le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est complice du nazisme monétaire qu'exerce la France sur les pays africains. Et cette complicité a été exercée directement par plusieurs directeurs généraux du Fonds monétaire international qui ont été des Français. Je peux commencer en citant depuis Jacques Larosière jusqu'à la dernière en date qui était Martine Lagarde, en passant par Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Tous ces gens qui sont des agents du nazisme monétaire, ces directeurs généraux du Fonds monétaire international, qui sont des agents du nazisme monétaire, sont des complices du nazisme monétaire qui est exercé depuis 70 ans sur les pays africains et avec le silence total de la soi-disant communauté internationale. Or, souvenez-vous qu'en 1946, pour ceux qui se savent, le nazisme monétaire a été condamné au tribunal de Nuremberg. La France a attaqué l'Allemagne et a accusé l'Allemagne de nazisme monétaire. Et l'Allemagne a été condamnée. Et non seulement l'Allemagne a été condamnée, l'Allemagne a payé. Comment se fait-il que l'Allemagne paye et le tribunal de Nuremberg condamne la France pour le nazisme monétaire? Le dossier français était avancé par M. Edgar Faure, qui avait été président, qui par la suite sera président du Conseil et même aura la présidence de l'UNESCO. Donc c'était lui, l'un des grands juristes, l'un des grands avocats de la partie française, le plaidoyer de la partie française au procès de Nuremberg, qu'ils ont donc obtenu la condamnation de l'Allemagne pour nazisme monétaire exercé contre la France. Mais regardez ceci. L'Allemagne n'a exercé le nazisme monétaire que pendant 4 ans sur la France. Mais depuis 75 ans, les Français exercent le nazisme monétaire sur les Africains. Et la communauté internationale, soi-disant, ne dit rien. Et même les pauvres Africains ne disent rien parce que le débat n'est pas ouvert et parce que leurs dirigeants, qui sont des traîtres, tous des traîtres, et qui sont inexcusables, participent et ont quelques petits avantages. C'est honteux. Il faut que la jeunesse africaine se rende compte et se soulève contre cette injustice prolongée. D'accord. D'accord. Justement, en parlant de Nuremberg, dans quelles conditions et est-ce qu'on peut s'attendre à un futur procès bis de Nuremberg contre la France cette fois-ci? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais il faudra la volonté des Africains. Avec les dirigeants traîtres qui sont à la tête des États de CEDEAO, de la soi-disant CFA aujourd'hui, c'est impossible. Mais nous espérons qu'une nouvelle classe de dirigeants arrivera avec des jeunes. Nous ne sommes pas là des va-t-en-guerre, nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes des gens de justice. Nous sommes des gens vertueux. Nous sommes des gens qui demandons l'égalité. Pourquoi l'Allemagne est-elle condamnée pour nazisme monétaire et nazisme entre autres au tribunal de Nuremberg? Elle n'a exercé que 4 ans. Et la France qui exerce je pense qu'on a encore un petit souci réseau. Allô François. Je pense que ça frise de ton côté. Un super nazisme. Parce que si je vous dis que la France dépose dans exercé pendant 4 ans et un nazisme monétaire qui, par rapport au nazisme monétaire français sur les Africains, est léger, et que la France s'en sorte et continue comme si de rien n'était. Donc, pour répondre plus précisément à votre question,
il appartient aux Africains de faire ce procès. Peut-être ne s'appellera-t-il pas procès de Nuremberg. Peut-être, il ne doit-il même pas s'appeler procès de Nuremberg. Donc, mais procès, il doit y avoir. Il doit y avoir. Et c'est pour cela que nous appelons de tous nos voeux un audit. On ne peut pas... Et c'est là encore un acte de trahison de M. Ouattara et de ses pairs, de l'UEMOA. On ne peut pas sortir du franc CFA et créer une nouvelle monnaie sans faire le bilan, c'est-à-dire sans faire l'audit de tout ce qui s'est passé. Et nous disons qu'il y a un audit qui doit se faire au moins à 5 niveaux. Il doit avoir un audit économique. Il doit avoir un audit financier et comptable. Il faut un audit juridique aussi. Il faut même un audit logique. Parce que trop de mal a été fait. L'Afrique a subi trop de tort pour que la France en tire comme ça. Il n'y a pas une seule goutte de pétrole en France. Mais vous savez ce que Elf, la fortune qu'a créé Elf pour la France, qui venait exclusivement des pays africains. Et non seulement elle s'est contentée de bâtir cette fortune, et vous pouvez lire les livres de Log Le Floc-Prigent, elle a encouragé, elle a semé des guerres. C'est-à-dire que non seulement la France s'enrichissait, mais elle faisait que les Africains s'entretuent et finançaient un camp contre l'autre. Divisés pour régner et allant plus que cela. Dans des rivières de sang, la France ramassait gratuitement l'or noir africain pour construire Elf. Vous pouvez lire le livre de la juge. Madame Joly, Eva Joly. Madame Joly, vous serez renseigné. Ce n'est pas un secret de polichinelle, c'est un secret de polichinelle désormais. La France a voulu changer le nom de Elf pour faire absorber par Total. Alors qu'entre les deux compagnies Elf et Total, Elf était infiniment plus puissante. Mais comme le nom de Elf sentait la corruption, on a voulu changer tout et c'est la petite entreprise Total qui a absorbé Elf. Mais on ne trompe pas les gens comme ça. Les Africains ne doivent pas se laisser tromper. Madame Joly vous a aidé, vous, Africains. Elle vous a donné tous les renseignements qu'il fallait. Elle est là. Si on doit faire un audit de ces choses, c'est une dame compétente qui pourra aider les Africains. Madame Joly vous a dit ce qu'elle pouvait vous dire. Étant donné son titre, elle ne peut pas aller plus loin. Il appartient aux Africains maintenant de faire la suite du travail. Elf, rappelez-vous, était, et de loin, l'entreprise numéro 1 en Afrique, en France, aussi bien par le chiffre d'affaires que par le nombre d'employés et les profits. Et pas pendant un an, pendant des décennies. Si Total est ce qu'est Total aujourd'hui, c'est grâce à Elf, c'est-à-dire grâce aux Africains. C'est un travail qui doit être fait. Ce n'est pas seulement du domaine des réparations. Nous demandons de la justice. Nous ne demandons pas de prendre des biens français, mais des biens qui ont été volés en Afrique doivent revenir aux Africains. Surtout que ces biens ont été volés et continuent de l'être d'ailleurs en tuant des Africains. Si la France était contentée de prendre des biens, on s'en serait arrêté là. Mais la France a semé la guerre. Et la France est le principal soutien de la plupart des dictateurs de l'Afrique dite francophone. Et elle le fait aujourd'hui, sans état d'âme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave que ceux qui ont la possibilité ne doivent pas laisser passer. C'est un problème de justice, c'est un problème de vertu, c'est un problème d'égalité. On ne peut pas chaque jour pleurer sur la pauvreté des Africains et laisser une France continuer de s'enrichir sur le dos et le sang des Africains. C'est inadmissible. D'accord. L'Atlantic Council, un think tank survitaminé, disons, voudrait ramener l'Afrique de l'Ouest dans le giron US à travers le Nigeria. Est-ce que c'est possible? Écoutez, tout le monde peut avoir les ambitions qu'il veut sur l'Afrique. Et des gens ont des ambitions. Je ne suis pas au courant de ce projet, mais c'est possible. Tout le monde veut, puisqu'on sait que l'Afrique, c'est le pays qui compte. C'est le continent qui compte.
Je vous rappelle que j'avais été invité en février 2000 sous le gouvernement de Clinton à ce qu'on appelait le National Summit en Africa, où j'ai fait un exposé économique. Et à ma surprise, les Américains à l'époque ils utilisaient pour l'Afrique le terme benign neglect. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut négliger l'Afrique. C'était au moment où où les murs étaient tombés le mur de Berlin était tombé et c'était la grande ruée vers l'Est et tout ça. On disait, oh, l'Afrique, ce n'est plus important. Mais moi, je leur ai dit, vous vous trompez. Vous vous trompez parce qu'on ne peut pas se passer de l'Afrique dans ce monde. L'Afrique peut apporter la solution à la plupart de vos problèmes. Et d'ailleurs, à son corps défendant, elle a apporté cette solution. Puisque c'est des Africains qui ont été kidnappés et ramenés comme des esclaves, qui ont construit les États-Unis d'Amérique et qui en ont fait leur fortune. C'est grâce au travail de ces Africains que les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus puissant de l'histoire de l'humanité qu'ils sont aujourd'hui. Et ensuite, on parle de révolution industrielle, mais c'est la main, le travail manuel de ces Africains qui a battu cette fortune. Et d'ailleurs, il y a un mouvement de réparation qui est en cours aujourd'hui et qui se relève et qui commence à être entendu. Et je vous rappelle que M. Robert Johnson, qui est un noir américain, qui est le fondateur de BET Télévision, a fait ses calculs et estime que la dette de réparation à l'égard des Noirs aux États-Unis d'Amérique est de 14 trillions de dollars. Je dis bien 14 trillions de dollars. Les Africains peuvent se livrer à ce même calcul. Il y aura la partie du calcul pour la dette de l'esclavage et il y aura aussi la partie du calcul plus près de nous, dont je vous parlais tout à l'heure, pour le CFA. C'est un calcul qui peut être fait, qui n'est pas compliqué à faire. Donc, si les Américains commencent à faire des calculs, les Noirs en Amérique, les Noirs au Brésil, les Noirs partout peuvent le faire. Et les Noirs en Afrique, les Africains ont l'obligation de faire ce calcul, même si aujourd'hui, ils n'ont pas la puissance pour récupérer cet argent. Mais c'est un calcul qui doit être fait et qui doit être laissé aux générations suivantes qui le feront aussi. Sachant qu'en matière financière, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Plus les gens tarderont à payer, plus le montant sera élevé. Et ça, les Français doivent bien le comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer impunément l'exploitation des Africains comme ils le font avec le CFA et d'autres manœuvres. Maintenant, votre question sur s'approprier la partie de la CEDEAO. Les gens ont de l'ambition sur l'Afrique. Mais le problème, c'est les Africains. Nous ne pouvons pas toujours nous plaindre de l'extérieur. Nous devons nous demander, est-ce que nous sommes souverains? Et pour cela, le problème de base dans ma théorie, c'est ce que j'appelle le triangle de souveraineté. Vous êtes souverain sur votre monnaie, vous êtes souverain sur votre plan militaire, vous êtes souverain pour votre droit, et que vous ne donnez aucune compromission sur ces trois côtés du triangle, je ne vois pas comment une force extérieure peut venir vous soumettre et vous mettre dans son giron. Donc, en définitive, les Africains doivent se poser et se donner les moyens de leur souveraineté. Et s'il y a des dirigeants africains, et pour moi, c'est désormais le critère par lequel j'apprécie la qualité d'un dirigeant africain, est-il capable d'assurer, d'expliquer et de montrer comment il va mettre en œuvre la souveraineté sur ces trois côtés du triangle de souveraineté que sont la monnaie, le militaire et la justice. D'accord. D'accord. Autre question. La réélection du président Trump changera-t-elle la situation économique en Afrique de l'Ouest? Les Américains sont entrés avec le président Trump dans une phase nouvelle qui était une phase, j'allais dire, d'introspection. Les Américains restent une grande puissance mondiale, mais le président Trump a voulu réorienter ses priorités vers ce qu'il considère comme la solution des problèmes internes africains. C'est un choix. Votre question pose deux hypothèses. Premièrement, qu'il soit réélu. Deuxièmement, qu'il continue cette
cette politique. Première hypothèse, sera-t-il élu? Je ne suis pas devin, je suis incapable de le dire. Deuxième, s'il est élu, je crois qu'il continuera dans cette politique et les Américains s'occuperont de moins en moins de l'extérieur, de plus en plus de l'intérieur, avec des problèmes énormes qui arrivent parce que le Covid-19 va changer beaucoup de choses à l'intérieur des États-Unis, qui sont le pays déjà dans le monde le plus touché, parce que l'administration a commis beaucoup d'erreurs au début, et qui est assailli, même à l'intérieur, par l'émergence de la Chine. La Chine est déjà le pays qui va poser le plus de challenges, qui va défier l'Amérique sur plusieurs champs. Et l'Amérique de Trump en est consciente. Elle mène déjà un certain nombre d'opérations contre la Chine. La dernière en date a été la fermeture du consulat de Chine à Houston, au Texas. Et toute la bataille qui a mené contre Huawei et autour de la 5G préfigure des batailles plus grandes qui seront menées demain entre les États-Unis et la Chine. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. D'accord. Mais en fait, ce qui pose aussi question, bon après c'est vrai que c'est moins économique, quoique, c'est l'impact du confinement, justement, notamment sur les pays africains, enfin, d'une part sur les États-Unis, parce qu'on voit bien que Trump a demandé d'ouvrir les États et donc de relancer l'économie pour éviter d'aggraver la mise à l'arrêt et les conséquences de la mise à l'arrêt de l'économie américaine sous le confinement. Mais quand on regarde le cas de l'Afrique, est-ce qu'on peut déduire parce qu'il y a deux choses. D'une partie, il y a le combat des chiffres. On voit bien qu'il y a de plus en plus de débats, il y a de plus en plus de comités indépendants qui émergent pour remettre en question les chiffres et remettre en question les protocoles, notamment avec la question de la chloroquine. Et d'autre part, il y a justement cette course à la reprise qui semble être gagnée par la Chine. Et on voit que les États-Unis ont l'air de vouloir se relancer, mais suite au confinement, maintenant, ils se retrouvent avec une crise interne raciale, on va dire, qui a aussi pour conséquence de pas mal impacter les États. Donc, quel impact on peut voir sur le Covid-19 par rapport à l'économie et américaine et africaine? Alors, vous avez dit un mot important au passage. Si j'ai bien compris, vous avez dit que la Chine est en train de gagner le combat, déjà, n'est-ce pas? Il semblerait. Bien. Effectivement, il semblerait, c'est la tendance, que la Chine a réussi la lutte contre Covid-19, qui est, rappelons-le, qui a commencé en Chine en décembre 2019. Donc, on aurait pu s'attendre que la plus grande catastrophe arrive en Chine. Mais les Chinois ont su lutter contre cette pandémie qui fait des ravages par ailleurs. Les Chinois ont lutté contre cette pandémie en suivant un certain nombre de protocoles simples qui sont ceux que la science et le bon sens ont conseillé. Et en retour, à l'inverse, on voit le phénomène inverse aux États-Unis, ce qui pose beaucoup de problèmes. Puisque l'administration américaine a refusé de suivre et a même mis en difficulté et même parfois prenait en dérision les conseils de CDC, qui est l'organe scientifique fédéral qui était chargé de cette bataille. Et les tâtonnements américains ont apporté la catastrophe qui est aujourd'hui et dont l'Amérique n'a pas encore sorti. Est-ce que cette victoire, pour l'instant, parce qu'on ne se connaît pas la suite, de la Chine sur le Covid et cette, entre guillemets, défaite des États-Unis sur le Covid préfigure du monde de demain? Il est clair que la course, comme vous avez dit, pour la réouverture aux États-Unis se heurte chaque fois à une remontée des cas de contamination. C'est un véritable dilemme pour les Américains. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir.
Mais ils ont des compétences, ils ont des intelligences, ils ont toute la qualification et toutes les ressources financières qu'il faut, mais il faut que tout cela soit agrégé en une politique cohérente sur le long terme. Covid-19 a déjà des conséquences catastrophiques en Amérique par le nombre de chômeurs, par le nombre d'entreprises en faillite, par le nombre et même de suicides. C'est quelque chose qui aura des conséquences sur le long terme dont nous ne mesurons pas. Mais les Américains ne restent pas les bras croisés. En particulier, le Congrès américain, qui a pris des mesures, notamment par une mesure de création monétaire sans précédent, pour essayer d'aider les gens. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de rester à la maison dont ils ne produisent pas, dont ils n'ont pas de revenus, et sans leur donner une compensation. Et c'est ce que le Congrès américain fait. Ils ont déjà créé 3 trillions de dollars, 3 000 milliards de dollars. Et là, ils travaillent à créer une autre monnaie. Donc, la création monétaire est une possibilité. Est-ce qu'elle résoudra le problème? Je ne sais pas. Quant à la Chine sort très renforcée de cette histoire. Et elle sort renforcée et elle sort même conquérante. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis sont en campagne contre une entreprise comme Huawei. Parce que Huawei détient et de loin le leadership pour ce qu'on appelle la technologie de la 5G. Et si nous savons que la technologie de la 5G va révolutionner l'économie et la vie tout court demain, nous sommes là pour la première fois que le leadership économique échappe aux États-Unis d'Amérique et au monde occidental. C'est un événement remarquable depuis les 500 dernières années. On va voir ce qui va se passer. On va voir comment les pays occidentaux et à leur tête les États-Unis vont réagir. Mais le nombre de brevets, les capacités technologiques et entrepreneuriales de la Chine, parce que la Huawei n'est pas seule, sont de loin supérieures aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à celles des États-Unis. Les entreprises comme Ericsson, suédoises, viennent très très loin derrière la Chine. Donc, il y a là un leadership chinois qui aura des conséquences, pas seulement sur l'amour propre, mais sur le plan économique et peut-être même sur le plan militaire. Alors, nous autres Africains, que devons-nous faire? Parce que c'est ça qui doit nous préoccuper. Nous ne pouvons pas être des commentateurs passifs du combat entre les États-Unis d'Amérique et son camp, soi-disant occidental d'un côté, et la Chine de l'autre, ou même la Russie. Nous devons aussi être acteurs. Ça veut dire que nous devons entrer dans la compétition technologique. Et pour cela, il nous faut des moyens financiers pour financer notre technologie et pour financer notre industrie et nos innovations. Et une monnaie comme la monnaie, le wacron, le franc CFA ne peuvent pas permettre ce financement. C'est impossible. Et le wacron, qui soi-disant prend la France comme le garant, se met en situation d'esclavage. Quand vous êtes esclave, vous ne pouvez pas progresser. Vous serez toujours en dessous de celui qui est votre maître. Quand les ministres de l'économie et des finances ont signé, de l'UEMOA ont signé avec le maire en décembre leur accord monétaire sur le wacron, ils utilisent le mot garant. Ils disent que la France sera le nouveau garant. C'est impossible qu'il y ait garant de la France. Pourquoi un groupe de pays qui est richement doté, qui a une population jeune nombreuse, devient le garant d'un pays comme la France qui est vieillissant et qui n'a pas de ressources naturelles? C'est vraiment le contresens. C'est contre le bon sens. Vous ne pouvez pas prendre un pays comme la France comme garant, surtout qu'elle ne garantit rien, si on va voir les choses en détail. Donc, il y a une bataille qui va se livrer et qui se livrera de plus en plus entre les États-Unis et la Chine. L'aspect technologique est très important. Mais nous autres Africains, nous devons entrer dans la bataille en formant des ingénieurs, en formant de plus en plus de jeunes, en finançant l'université, en finançant l'innovation, en finançant les PME, en trouvant le travail aux gens. Mais pour cela,
Nous devons disposer d'une monnaie. Et c'est pour ça que pour moi, la monnaie est centrale et les dépenses publiques doivent être surveillées. Et c'est crucial, ces deux points, la monnaie et les dépenses publiques. Or, malheureusement, il n'y a pas seulement que la France, le CFA où ça va, mais en Afrique aujourd'hui, je ne vois aucun dirigeant africain qui prend la mesure de l'enjeu monétaire auquel l'Afrique doit faire face pour le monde de demain. Le monde de demain fera encore moins de cadeaux aux Africains que le monde d'aujourd'hui. Or, les Africains ont tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour être non seulement un joueur compétitif, mais le plus compétitif dans l'économie internationale. Mais pour cela, il faut s'organiser, organiser leur unité et organiser leur unité monétaire. D'accord. Alors, pour le franc CFA, enfin, comment dire, du franc CFA à l'éco, est-ce qu'on peut dire que tout change, mais que finalement rien ne change? On peut dire, alors, du franc CFA au Wacom, si vous parlez de Wacom, hein, parce que moi je vous dis, tout à fait. Moi, je réserve le nom ECO à la monnaie de la CEDEAO. Tout ce qui n'est pas CEDEAO, ce projet de Ouattara avec son ami Macron, moi j'appelle cela le Wacom. Ce n'est pas la monnaie de la CEDEAO, ce n'est pas pour moi, je réserve l'appellation CEDEAO à la monnaie je réserve l'appellation ECO à la monnaie de la CEDEAO. Sinon, en face, le projet de monnaie que nous a amené M. Ouattara, encore présenté M. Ouattara et M. Macron, pour moi, j'appelle cela le Wacom. Donc, si vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'on peut dire que le passage du CFA, donc la zone franc, au Wacom, est-ce qu'on peut dire que, a priori, tout change et que finalement rien ne change? Ça s'aggrave même. Je dirais tout change et les choses s'aggravent. Ça s'aggrave pourquoi? Parce que vous savez que quand vous faites vous évoluez, vous sortez d'une situation difficile, les gens s'attendent que vous sortiez, que vous améliorez votre condition. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, nous aurions beaucoup applaudi si les changements que le président Ouattara et ses collègues de l'UEMOA ont apporté au CFA, s'ils n'avaient pas utilisé le nom ECO, et s'ils n'avaient pas maintenu les liens qu'ils ont maintenus avec la France, et en particulier en considérant la France comme le garant. Donc, rien ne change, les choses s'empirent. Les choses s'empirent parce que le mot garant est utilisé plusieurs fois, aussi bien dans l'accord que dans l'accord monétaire qui a été signé par les ministres, que dans le projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres français le 20 mai. Je vous ai expliqué pourquoi la France ne peut pas être considérée comme un garant et pourquoi la France est le seul, je dis bien, le seul bénéficiaire de cet arrangement, comme elle est le seul bénéficiaire du CFA depuis 1945. Les choses se sont empirées et ce qui est terrible ici, c'est que les Français ne cachent pas leur jeu. Les Français, si vous lisez le projet de loi, à plusieurs reprises, les Français disent bien que rien ne change. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, il faut aller lire. Il faut aller lire pour le croire. C'est écrit, les Français écrivent dans différents paragraphes de leur projet de loi que les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Ils écrivent. Et si je pourrais citer je n'ai pas les textes en mémoire, mais je sais que par exemple, la France dit bien, par exemple, dans ce projet de loi,
Et elle dit plusieurs fois que, par exemple, je crois que c'était dans un paragraphe, attendez, je ne me rappelle plus très bien, mais je vais vous rappeler cela. Voilà, par exemple, il y avait un paragraphe 3 qui s'appelait objectifs, qui parle des objectifs de l'accord ou convention. Alors, j'ai retrouvé le texte exact, je vais vous le lire pour que vous et ceux qui nous suivent, s'en rendent compte. Le texte est écrit ainsi. Donc, l'objectif 3, c'est, et je cite, j'ouvre les guillemets, le positionnement de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone. Les paramètres fondamentaux de la coopération ne sont toutefois pas modifiés. Vous avez compris? Je répète, les paramètres fondamentaux de la coopération ne sont toutefois pas modifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on vous dit que les paramètres fondamentaux ne sont pas modifiés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a juste fait un petit maquillage. On a juste mis un peu de vernis pour cacher le sang des Africains, pour cacher l'exploitation, pour jeter de la fumée aux yeux de la population jeune qui réclame le changement. Donc, les Français le disent, c'est écrit, c'est pas moi qui l'écris. Ils continuent de le dire, c'est pas la seule fois. Si vous allez au paragraphe 4 de ce même projet de loi, c'est écrit, le paragraphe 4 qui porte sur, dont le titre c'est conséquences estimées de la mise en œuvre de l'accord ou convention. Le paragraphe 4 dit, j'ouvre les guillemets, la réforme maintient inchangés les paramètres essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on maintient inchangés les paramètres essentiels? Je crois que vous et moi, vous comprenez le français. C'est pas moi qui le dis. On rit, mais on se demande comment furieuse quand même. On se demande comment des dirigeants africains ont pu accepter cela. C'est écrit noir sur blanc. Les Français ne le cachent pas. Mais est-ce qu'ils lisent ces textes? Parce que à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on les fait signer avec une arme sur la côte ou est-ce qu'ils lisent ces textes parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est surprenant. 75 ans de pillage, de véritable pillage, parce que là c'est carrément mafieux, ce type de comportement. Et si ce n'était que le pillage, il y a des morts. N'oublions pas le président Gilles Sylvanus Olympio dès le début et toute la suite des morts qu'il y a eu. Tout à fait. Il y a eu des morts. Les Africains n'ont jamais tué un seul dirigeant français. Est-ce que vous pouvez me citer les dirigeants français que les Africains ont tués? Il n'y en a pas un seul. Est-ce que vous pouvez me citer le nombre des Français que les Africains sont venus en France bombarder et tuer? Mais la France se permet de tuer depuis des siècles parce qu'elle a mis des marionnettes à sa solde à la tête des États et les Africains sont là. Vous avez raison, vous parlez de pillage. Mais si ce n'était que le pillage, il y a des crimes de sang. Et on ne peut pas continuer impunément ainsi. Ou bien les Africains n'acceptent pas leur position d'homme. Si vous êtes des hommes, vous n'acceptez pas qu'on vous traite ainsi. On ne traitera jamais les Chinois ainsi. On ne traitera jamais les Indiens ainsi. On ne traitera jamais, même les pays, ne m'oubliez pas que les pays à majorité musulmane d'Afrique du Nord faisaient partie de la zone franc, pas supporter le nazisme monétaire. Ils en sont sortis, la France et persiste comme ça dans le monde. Si il y a un seul grain de mensonge dans ce que je dis, qu'ils viennent nous contredire. Nous n'attendons que cela. Pendant longtemps, ils ont joué la politique ils nous ont négligés, ils nous ont méprisés. Et M. Ouattara qui aujourd'hui dit qu'il faut changer le CFA, mais je crois qu'il est allé trop vite en besogne. Il n'y a pas quelques mois, il était le champion du CFA. Et il nous disait que le CFA c'était une très belle monnaie et qu'au contraire, il fallait même l'étendre. Mais qui nous explique pourquoi il a changé? C'est clair. Il devrait nous expliquer pourquoi il a changé. Sinon, il méprise la population. Il est économiste. Il peut nous expliquer, nous donner les raisons économistes de son changement. Donc, nous sommes en face de quelque chose d'extrêmement grave et qui existe depuis des siècles.
Et si vous vous rendez compte, est-ce que vous savez la date à laquelle le projet de loi a été discuté au Conseil des ministres français? Pas du tout. Eh bien, c'était le 20 mai. Alors, est-ce que vous savez ce que représente le 20 mai dans l'histoire de France? Le 20 mai? Oui. Non, on connaît le 10, le 8, mais... Le 20 mai, dans l'histoire de France, par rapport aux Noirs. Non. Eh bien, je vous dis, les Français, vous savez que les Français sont très forts en histoire et en symboles. Et moi, je dis, je spécule là-dessus, je crois que ce n'est pas par hasard que ce projet de loi a été discuté le 20 mai. D'accord. Alors, le 20 mai que je vous dise, le 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage. La France est le seul pays au monde qui a rétabli l'esclavage. Tout à fait. L'esclavage avait été aboli, si je ne me trompe, le 4 février 1796, après la Révolution française. Et d'ailleurs, l'abolition n'a pas été effective dans tous les territoires. Tout à fait. Mais Napoléon est revenu au pouvoir et le 20 mai, par un acte législatif, il a rétabli l'esclavage. La France est donc le seul pays, je dis bien le seul pays au monde qui a rétabli l'esclavage. Alors, pourquoi ce 20 mai? Il est dans la tradition française de rétablir l'esclavage, de remettre les Noirs en servitude. Donc, la France a rétabli l'esclavage le 20 mai 1802 et a attendu presque un siècle, c'est-à-dire en 1848, pour l'abolir à nouveau. Et même quand elle a aboli l'esclavage, elle a tout de suite enchaîné avec les travaux forcés. Et vous savez que la France a soumis les Africains au travail forcé jusqu'à la loi d'Houphouët-Boigny en 1946. Pourquoi je vous dis ceci? C'est pour que vous saisissiez les invariants de l'histoire de France par rapport aux Africains, qui est ce souci de rétablir la servitude, de faire semblant et de rétablir la servitude. Napoléon Bonaparte a rétabli la servitude en rétablissant l'esclavage le 20 mai 1802. C'est exactement ce que Emmanuel Macron fait le 20 mai et son gouvernement, Emmanuel Macron et son gouvernement font le 20 mai 2020. Ils font semblant de supprimer le CFA, mais avec le Wacron, ils rétablissent la servitude monétaire des Africains. Et entre-temps, Charles de Gaulle avait fait la même chose au moment des indépendances. On voulait, puisqu'il ne pouvait plus avoir le colonialisme ouvert, Charles de Gaulle, contraint et forcé, a dû céder l'indépendance. Mais en fait, il a rétabli le colonialisme français, entre autres, avant cela, en créant la constitution du 4 octobre 1958 de la 5e République, où il créait dans le titre 12, ce qu'on appelait la communauté. C'était une façon de satelliser et de mettre les Africains en esclavage à nouveau. Et même après l'indépendance, il a rétabli la colonisation en plaçant ses marionnettes et en tuant, je dis bien en massacrant tous ceux qui s'y opposaient. Et un pays comme le Cameroun, où il y a eu un véritable génocide contre les Bamileke en particulier, a été perpétré par le président qui avait la marionnette qui s'appelait Ahmadou Ahidjo, qui a été mise en place, et l'armée française qui était présente. Donc vous voyez que de Napoléon à Macron, en passant par Charles de Gaulle, il y a cet invariant de l'histoire de la France qui est de remettre chaque fois en servitude. Et vous savez qu'au moment des indépendances, si la France voulait vraiment l'indépendance comme elle le voulait, le président Sékou Touré a choisi l'indépendance et a refusé cette comédie qu'on appelait la communauté. Et vous savez tout le sabotage que le général de Gaulle et son gouvernement ont engagé contre la Guinée. Et entre guillemets, contre la Guinée, ils ont utilisé une des armes du nazisme monétaire. Ils ont fabriqué de la fausse monnaie guinéenne en grande quantité, comme Hitler fabriquait
de la fausse monnaie pour déverser dans certains pays qui contrôlaient, agissant exactement comme Hitler, Charles de Gaulle a fabriqué de la fausse monnaie guinéenne qu'il a déversée dans l'économie guinéenne pour affaiblir cette économie. Et ensuite, quand le président Sékou Touré a réagi, malheureusement, en réagissant à l'excès et malheureusement en causant des morts inutiles, on a accusé le pauvre d'être un affreux dictateur, sans savoir qu'il avait en face de lui des agents du nazisme monétaire augmenté que la France menait contre le gouvernement guinéen. D'accord. C'est terrible ça. D'accord. Donc. Mais c'est de l'histoire, malheureusement. C'est de l'histoire. C'est pas parce qu'on n'enseigne pas ou parce que l'histoire n'est pas enseignée aux Africains qu'ils ne connaissent pas. Marcus Garvey disait qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Et c'est exactement ce que l'on fait en Afrique dite francophone. On est en train de brouiller l'histoire pour que surtout les jeunes générations n'aient pas de repères. Or, la France, elle connaît l'histoire, elle ne perd pas son repère. Elle a son but de continuer à soumettre les Africains. Et elle y réussit très très bien. D'accord. Mais donc là, concrètement, si les Africains voulaient par exemple entamer des actions, admettons, juridiques par exemple, est-ce qu'ils peuvent compter sur la CPI alors qu'elle a été connue et elle a brillé par le fait d'inculper essentiellement des Africains justement? Et donc, est-ce qu'on peut attendre d'une telle institution qu'elle s'en prenne à des chefs d'État occidentaux ou en tout cas membres du Conseil de sécurité? Mon frère, là vous avez la réponse dans votre propre question et vous avez la réponse en deux temps. Moi je n'ai jamais considéré la CPI comme une institution de justice. Les gens ne le savent pas, la CPI c'est une institution politique, puisqu'elle est activée, comme vous l'avez dit, par le Conseil de sécurité. Ce n'est pas des plaignants ordinaires. La CPI, activée par les gens du Conseil de sécurité, et entre autres, les membres du Conseil de sécurité, entre les membres permanents qui se sont arrangés pour que leurs citoyens ne soient jamais soumis à cette cour. Je ne comprends pas pourquoi les Africains acceptent la CPI. Je me suis opposé à la CPI dès le premier jour. Pour moi, ce n'est pas une institution de justice. Et elle ne pouvait pas rendre justice. Ce n'est pas parce qu'on a mis une Africaine à la tête pour, comme on dit, voiler les yeux. Ou comme dit mon ami, mon frère le professeur Abou, utiliser la politique du troisième homme. Ici, en l'occurrence, une troisième femme. La CPI n'est pas une institution de justice. Je vous ai dit que nous vivons sous le nazisme monétaire depuis 75 ans. S'il y avait une institution de justice, la justice internationale a été presque créée à cause de la lutte contre le nazisme. Mais le nazisme, les Africains de la zone franc du CFA vivent sous le nazisme monétaire depuis 75 ans et la CPI ne dit rien. Ce n'est pas de la CPI que vous allez attendre justice, mon frère. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, n'oubliez pas que la CPI a dans son sein, parmi les membres permanents, la France. La France ne va pas se suicider en acceptant un procès contre elle. Donc, l'action juridique qu'il faut mener, il faut trouver un autre schéma. Je ne suis pas juriste. Il appartient aux juristes africains de réfléchir à cette question. Et de préférence, il faudrait même qu'elle se fasse en Afrique. Donc la Cour pénale africaine, par exemple. Il faut la Cour pénale africaine ou une cour qui sera indépendante. Je ne veux pas un procès injuste contre la France. Je veux un procès juste, même si c'est une cour internationale, que la France vienne se défendre. Quand on a condamné les Allemands à Nuremberg, les Allemands sont venus, ils avaient des avocats. Si nous devons faire demain un procès de Nuremberg de la France doit venir et s'expliquer et se défendre. Donc le procès de Chamalières, par exemple. On peut le faire à Chamalières, si les conditions d'objectivité sont réunies. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait de l'objectivité et que justice soit rendue. On ne peut pas continuer avec l'injustice. Je vous ai cité tout à l'heure le cas de Robert Bobson et du mouvement des réparations qui prend de l'ampleur aux États-Unis.
les gens réfléchissent sur ça. Il y a des membres du Congrès des États-Unis qui se déclarent désormais d'accord pour les réparations. Oui, mais la France n'accepte pas. Même aujourd'hui, la France, le gouvernement français se moque du monde et n'imagine même pas. Au contraire, elle croit qu'elle fait du bien. Elle continue à répondre qu'elle est le pays des droits de l'homme et qu'elle est là pour la félicité des Africains. Or, regardez près de vous. Vous voyez que les choses évoluent, même en Belgique. Oui. Le 30 juin dernier, le Parlement belge a décidé la création d'une commission pour examiner les crimes du colonialisme belge. La France est loin de cela. Nous devons saluer l'exemple du Parlement belge, même si nous ne connaissons pas encore les résultats. Le Parlement belge a fait un acte courageux qu'on n'avait pas fait depuis que Léopold II est entré au Congo en 1885 et a massacré près de 20 millions de Congolais. Je vous rappelle que de 1885 à 1908, tout le Congo était la propriété personnelle du roi Léopold II. Et qu'il y a commis les pires massacres. Il y a un journal américain qui a écrit et qui qualifie Léopold II de double Hitler. Avant la lettre, avant Hitler lui-même. Je pourrais vous renvoyer à l'admirable livre de l'écrivain américain Adnan Ochil sur les crimes de Léopold II. Mais tout cela, c'est de l'histoire. Les Belges, aujourd'hui, nous ne pouvons pas les tenir responsables pour cela, de ces crimes. Même si c'est les crimes qui ont été commis par leurs grands-parents, mais ils doivent savoir qu'ils en prennent bénéfice. Et il est courageux que le Parlement belge se décide à mettre sur pied une commission qui va étudier ces crimes. Mais avant cela, le Parlement du Congo, ou des universitaires congolais, et même des juristes congolais, devraient travailler à voir s'il faut un procès de la Belgique. On ne peut pas laisser les choses indéfiniment. Des souffrances inouïes ont été commises au Congo. On coupait les mains des gens rien que parce que vous avez refusé le travail forcé. Et le discours du roi Baudouin le 30 juin 1960 était une insulte, puisqu'il mettait le jour de l'indépendance. Il est venu le jour de l'indépendance et a fait un discours dans lequel il félicitait l'œuvre civilisatrice de Léopold II. Nous voyons en contraste aujourd'hui, et nous devons rendre hommage, et nous devons, enfin, pas rendre hommage, nous devons prendre note de la lettre que le roi belge actuel, le roi Philippe, a adressée le 30 juin 2020 dernier au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Dans cette lettre, il exprime ses regrets. En 2020, c'est la première fois qu'un souverain belge, le chef de l'État belge, exprime les regrets de la Belgique par rapport au massacre, au pillage et au crime du colonialisme. Mais en France, on en est loin. Pourtant, la France a fait pire. La France continue de se gargariser parce qu'elle a ses amis, ses relais, les Ouattara, les Paul Biya, tous ces gens qui travaillent pour la France pour faire souffrir les Africains parce qu'on leur donne 1 ou 2 appartements à Paris ou je ne sais où. Et qui rentreront dans l'histoire comme de grands traîtres de la cause noire et qui sont en fait des perpétuateurs de ce que j'appelle le néo-esclavage. Ils mettent leur pays et leur peuple en néo-esclavage au moment où la Belgique s'incline devant les crimes passés de leur colonialisme. À ce moment-là, les présidents africains que j'ai cités de l'Afrique francophone, en tête desquels, en Afrique de l'Ouest, Ouattara, et en Afrique centrale, Paul Biya, se font les agents du néo-esclavage français. Ce sont ces choses qu'il faut dire. Parce que c'est la réalité. D'accord. C'est quand même dommage. Parce que, et quand on pense, il y a aussi des conséquences indirectes. Par exemple, la pauvreté et l'appauvrissement généré par toute cette histoire. J'ai encore eu un témoignage récemment sur un ami qui a perdu sa mère parce qu'il n'avait pas les moyens pour la faire soigner. Donc elle a été reçue à l'hôpital, mais elle n'a pas été traitée, faute de moyens.
Donc, on se rend pas compte que le fait que les Africains soient extrêmement pauvres a des conséquences non seulement lorsqu'il y a des assassinats, mais aussi lorsqu'il y a des maladies, des choses comme ça qui surviennent et qu'on peut même pas soigner. Mon frère, là vous soulevez le lot quotidien. Les conséquences sont immenses, ignobles. Les conséquences de l'appauvrissement de l'exploitation sont ignobles. Vous avez mentionné sur le cas de la santé. Les choses réelles ne sont pas prises en compte. Et là, j'accuse aussi les institutions internationales parce qu'elles ne focalisent pas sur ce qui est essentiel. On va vous parler du PIB, on va vous parler de la croissance, on va vous parler de l'inflation, mais on ne vous parle pas de ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, par exemple, dans un pays, c'est quel est le pourcentage de la population qui a la sécurité sociale, c'est-à-dire qui peut se soigner sans se ruiner. Ce pourcentage est proche de 0 dans beaucoup de pays africains. Ce qui est essentiel dans un pays, c'est quel est le pourcentage de la population qui est au chômage. Vous n'entendrez jamais les chiffres réels qu'on vous donne, que ce soit de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque africaine de développement. Ils vous donnent des chiffres sur ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel dans un pays, c'est le nombre de personnes qui chaque mois ont un salaire régulier. Ce nombre est proche de 0 dans les pays africains, où le secteur informel est celui qui fait vivre l'immense majorité de la population. C'est-à-dire que l'immense majorité de la population vit presque au jour le jour. En 2020, l'Afrique, les Africains réalisent chaque jour un miracle. Si on dirigeait les États-Unis comme on dirige l'Afrique pendant 6 mois, le pays serait détruit. Si on dirigeait la France comme on dirige l'Afrique pendant 3 mois, la France serait détruite. Les Français mangeraient des souris ou des rats. Mais malgré tout cela, les Africains survivent. Et alors, il ne faut pas ajouter dans leur peine. Et ceux qui ont la direction des affaires publiques en Afrique ne font rien. Accompagnent l'appauvrissement de leur pays. Tout cela parce qu'ils ne se rendent pas compte. De mon opposition aux constitutions africaines, c'est parce que dans ces constitutions, à aucun moment on ne voit où le peuple s'exprime et surtout où le peuple peut demander que les dirigeants rendent compte. En anglais, il y a un terme qu'on appelle accountability, c'est-à-dire que vous devez rendre compte régulièrement. Combien de fois le président de vos pays viennent rendre compte à la population ou même à l'Assemblée nationale, où soi-disant ils ont créé les Sénats, de leur gestion. Aux États-Unis d'Amérique, chaque février, le président prononce, janvier ou février, je ne me rappelle plus, prononce ce qu'ils appellent le discours sur l'état de l'Union. C'est une façon de rendre compte. Mais en plus, il y a des organes de contrôle par lesquels il doit rendre compte. Il rend compte des dépenses publiques. Combien de fois vos présidents ont-ils rendu compte des dépenses publiques? Combien de fois? Ils sont au pouvoir depuis, pour Paul Biya, depuis 40 ans, mais il n'a jamais rendu compte. Parce que c'est ainsi que l'habitude de tricherie française est arrivée dans s'est étendue dans tous ces pays. Non seulement ils ne rendent pas compte, ils ont à leur disposition ce qu'ils appellent soi-disant des fonds de souveraineté. Un beau mot, on a fonds de souveraineté, c'est-à-dire que le chef de l'État ou ses ministres disposent d'une somme d'argent, personne ne sait le montant, il peut dépenser comme il veut. C'est pas comme ça qu'on gouverne un État pour avancer. C'est pas comme ça qu'on rend des gens responsables de l'avenir. C'est pas comme ça qu'on bâtit un avenir commun où les charges sont uniformément réparties sur la population et où chacun peut réaliser son talent pour faire avancer le pays. Au contraire, c'est la manière française de gouverner, parce que les fonds de souveraineté, c'est un héritage français, parce que ça existait en France. Et ils l'ont transposé en Afrique avec un facteur multiplicatif des défauts.
Qu'est-ce que ça veut dire front de souveraineté? Pourquoi le président est-il privilégié pour avoir à sa disposition de l'argent sur lequel il ne rend compte à personne? Et ça dure chaque année. Et comme vous dites, une pauvre maman peut mourir à cause d'un comprimé. Pendant ce temps, M. Biya peut passer 1645 jours, comme a calculé un groupe de journalistes à l'étranger, en dépensant de l'argent des Camerounais comme il veut. Il peut aller séjourner à l'hôtel intercontinental comme il veut. Et il n'a pas de compte à rendre à personne. Et officiellement, son salaire est d'à peine 150 €. Wow. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Et encore une fois, c'est une maladie française instillée en Afrique et maintenue par la France. Parce que le premier obstacle qui est prêt, c'est les dirigeants africains. Mais il ne faut pas oublier que derrière eux, assurant leur survie, c'est la France. Et c'est sur ces deux fronts que les Africains doivent lutter. Et les Maliens qui sont en lutte aujourd'hui doivent le savoir. Et ils le savent d'instinct. Même s'ils n'ont pas toutes les données d'analyse. La jeunesse africaine doit savoir cela. La France est le pays qui a esclavagisé et qui a rétabli l'esclavage. Charles de Gaulle est celui qui a perpétué la colonisation et qui a recolonisé. Et quand un Africain libre comme Sékou Touré s'est levé, il a utilisé tous les moyens, malheureusement avec la complicité entre autres des présidents Senghor du Sénégal et Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, qui se sont fait le bras séculier du colonialisme contre un Africain qui restait debout. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut penser des cas des pays comme le Nigeria qui a semblé mener une lutte contre la corruption, du Rwanda qui a aussi une politique anticorruption, même si elle est pas toujours simple et claire. Qu'en est-il de ce type de modèle-là, de l'Éthiopie et leur situation face à la Chine, parce qu'il y a aussi la Chine qui est entrée dans une nouvelle phase avec l'installation de bases militaires et qui a une forte partie de la dette africaine. Alors là, vous avez posé plusieurs questions et rappelez-moi si j'oublie parce que je voudrais bien répondre parce que chacune de ces questions importantes, la question sur la corruption, la question sur l'Éthiopie et la Chine, la question sur l'endettement vis-à-vis de la Chine et la présence militaire en Chine, c'est des questions importantes qui le seront de plus en plus. Donc, si j'oublie dans le cours de ma réponse, veuillez me le rappeler. Premièrement, sur la question de la corruption. Eh bien, moi, je ne crois à aucun de ces gouvernements dans leur lutte anticorruption. Mon constat est simple et basé sur l'expérience et sur l'observation. Que ce soit au Nigeria, n'oubliez pas que le président Muhammadu Buhari a été élu et avait pour symbole un balai, si vous vous rappelez. C'est-à-dire qu'il avait fait de la lutte anticorruption le centre de son action. Et rappelez-vous aussi qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus très bien, l'Union africaine avait décidé que l'année était une année anticorruption. D'accord. Les problèmes sont mal abordés pour la corruption dans notre continent. Et tant que vous abordez mal un problème, vous ne pouvez pas le résoudre. La corruption est un problème civilisationnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que moi, je ne parle pas de corruption, je parle de co-corruption. D'accord. Si je vous pose la question, si je vous demande vos grands-parents ou votre arrière-grand-parent, est-ce qu'ils connaissaient la corruption? Certainement pas. Ils ne connaissaient pas la corruption. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Les Africains n'ont pas connu la corruption. La corruption est un phénomène européen qu'ils ont introduit en Afrique. La corruption commence le premier jour où vous commencez l'esclavage. Parce que pour que l'esclavage soit possible et maintenu, il faut que vous soyez capable de corrompre certains Africains, de leur donner des armes pour qu'ils aillent attraper leurs frères, pour qu'ils aillent chasser leurs autres frères. C'est comme ça que la corruption commence. La corruption, c'est un élément de la civilisation européenne introduit en Afrique. Au moment de l'esclavage, la corruption continue.
Je vous ai parlé tout à l'heure du cas de Léopold II, qui était un chef corrupteur. Il a créé ce qu'on appelait la force publique, c'est-à-dire une force militaire et police congolaise, et c'était des Noirs qui étaient corrompus pour aller s'en prendre à leurs propres frères. D'accord. La corruption, si on veut, on peut insulter l'exemple de Léopold II et de la force publique. Donc, la corruption, il faut vraiment utiliser, quand vous voulez utiliser un phénomène, il faut le voir sous l'angle civilisationnel et sous l'angle historique. Et de ce point de vue, on peut voir que la corruption, historiquement, est introduite en Afrique par les Européens. D'accord. Et la corruption est une arme que l'on détruit votre unité. Parce qu'on vient, on vous rend compte, si vous étiez en groupe, on privilégie un groupe ou une clique à qui on donne de l'argent et entre autres des armes, et qui se sentent désormais supérieurs aux autres et peuvent agir pour le compte de leur maître sur les autres. C'est ce que faisait la force publique. Dans le Congo, soi-disant, et ça s'appelait l'État libre du Congo. La force publique, qui était une force de police corrompue de Léopold II, mais qui était constituée de Noirs, d'Africains, mais qui n'hésitaient pas à tuer et à couper les bras de d'autres Africains. Pourquoi? Parce qu'ils étaient corrompus, ils avaient un peu d'argent et on leur avait donné des armes. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, tant que les Africains n'auront pas fait une étude civilisationnelle et ne seront pas surtout venus à la valeur si fondamentale de la civilisation africaine, qui est contre la corruption, on ne pourra pas résoudre le problème. Donc, l'Union africaine peut faire son cinéma avec son année contre la corruption. Le Nigeria ou d'autres pays africains peuvent déclarer qu'ils luttent contre la corruption. Transparency International peut venir en rajouter en disant « Oh, c'est les pays les plus corrompus ». Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème de la corruption. Deuxièmement, quand vous abordez un problème comme celui de la corruption, il faut voir à qui ça profite en dernier ressort. À qui profite la corruption au Congo en dernier ressort? Certes, Mobutu en a profité, mais en dernier ressort, c'est les entreprises occidentales, principalement, qui utilisent tous les minéraux du Congo. C'est pas au président Félix Tshisekedi qui profite en dernier ressort. C'est aux États-Unis d'Amérique qui ont utilisé l'uranium congolais pour fabriquer la bombe atomique qu'ils ont déversée sur Hiroshima et Nagasaki. Voilà ceux à qui profite la corruption, qui sont les initiateurs de ce que j'appelle la co-corruption. Si on veut éradiquer, et on peut éradiquer la corruption en Afrique, il faut revenir à son étude historique et embarquer sur les valeurs de la civilisation africaine, qui sont des valeurs d'une civilisation qui n'a pas connu de corruption. Troisièmement, quand vous regardez la corruption dans le monde contemporain, voyez le comportement des pays européens. Et je vous dis que non seulement les pays européens ont semé les plantes de la corruption en Afrique, mais ils l'ont entretenu, ils ont arrosé cette plante. Et comment ils le faisaient? Pendant longtemps, tous ces pays encourageaient leurs entreprises et leurs gouvernements à aller corrompre en Afrique. Et une entreprise française qui allait corrompre en Afrique revenait en France et allait voir le fisc et déclarait le montant qu'elle a utilisé pour corrompre. Et le fisc, c'est-à-dire l'État français, déduisait des impôts de cette entreprise l'argent de la corruption. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Donc là vous dites que ce que certains appellent les, comment dire, je sais pas si on dit pots de vin ou les cadeaux des entreprises étaient défalqués des impôts des entreprises lorsqu'ils rapatriaient les fonds en France. Non, pas seulement rapatrier, c'est-à-dire que l'entreprise déclarait, prenons le cas de Elf, parce que c'était la grande maison de la corruption, Elf pouvait aller, je ne sais pas moi, au Congo ou au Gabon ou au Cameroun, et corrompre, mettons à hauteur de 10 millions de francs,
Et quand, à la fin de l'année, quand elle fait ses déclarations d'impôts, elle met dans ses déclarations d'impôts qu'elle a utilisé 10 millions pour corrompre, et ces 10 millions viennent en déduction des impôts qu'elle va payer. D'accord. Wow. Donc l'argent de la corruption était déductible fiscalement. Et c'est ainsi qu'on a encouragé l'impôt, la corruption en Afrique. Donc quand on vient dire que les Africains sont corrompus, je veux bien, et c'est vrai, mais les Africains sont corrompus parce qu'ils ont été à bonne école et que les maîtres corrupteurs les ont bien manipulés. Donc cette pratique, si j'ai cité le cas de la France n'était pas seule à le faire. C'était une pratique qui était étendue dans tous les pays européens, et y compris aux États-Unis. Le seul qui a commencé à changer, c'était le président Carter en 1977. Oh bon. Une mesure, une loi anticorruption, parce qu'il y avait eu en Martin, entreprise américaine, parce que les dirigeants hollandais avaient grand-chose. Puisque jusqu'à aujourd'hui, même s'il n'y a plus de déductibilité, les États qui corrompent laissent faire leur gouvernement, leurs entreprises, et ne prennent pas les mesures qu'il faut. Et d'ailleurs, l'OCDE a déjà fait des remarques dans ce sens contre la France qui n'appliquait pas tout à fait les mesures anticorruption. Donc, la corruption, c'est un problème sérieux. Et ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans la civilisation africaine, ce n'est pas parce que nous avons des dirigeants corrompus et des ministres corrompus, nos grands-parents, nos ancêtres n'étaient pas corrompus. Ils ont suivi la corruption parce qu'ils suivent le venin, le poison de la corruption que leur fait boire l'Europe, l'Amérique et aujourd'hui la Chine, et ils en sont contents. Mais ça, ce n'est pas dans la civilisation africaine. Et en plus, vous n'allez pas voir les Africains aller corrompre les dirigeants ailleurs. C'est toujours les autres qui déversent de la saleté en Afrique. L'Afrique n'a jamais déversé cette saleté ailleurs. L'Afrique n'est jamais allée corrompre les dirigeants africains, français ou les dirigeants américains. C'est toujours eux, parce que, comme je vous dis, à la base de la corruption, il y a deux choses. Il y a premièrement de semer la division, de la discorde, en créant un groupe, une clique de privilégiés. Et deuxièmement, le profiteur en dernier ressort, comme je vous dis, qui est le corrupteur numéro 1, c'est-à-dire, dans le cas de l'Afrique dite francophone, la France, ou plus facilement, généralement, les États-Unis d'Amérique et le groupe des pays dits occidentaux. Et après, c'est les mêmes qui vont crier que les Africains sont corrompus. Or, c'est eux qui sont à la base, à l'origine, et qui ont créé le venin de la corruption. C'est pour ça que moi, je parle toujours de co-corruption. D'accord. D'accord. Pour revenir sur ma question sur l'endettement des pays africains vis-à-vis de la Chine, qu'est-ce que vous aviez à l'esprit? Alors, là, c'est une question cruciale. C'est une question cruciale et je vais l'aborder sur deux points. D'abord, la question de l'endettement en général. Et ensuite, l'endettement vis-à-vis de la Chine en particulier. D'accord. Alors, une grosse escroquerie est l'endettement des pays africains en général dans une monnaie autre que la leur. Et c'est un suicide. Je suis surpris chaque fois que les dirigeants africains sont contents, disent « Ah, nous avons renoué avec le FMI va nous prêter tel montant. Ah, nous avons renoué avec la Banque mondiale va nous prêter tel milliard d'euros ou milliard de dollars. Ah, la BAD, la Banque africaine de développement, va nous prêter... » Mais pour moi, c'est de la connerie pure et simple. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'urgence pour les Africains de commencer à s'occuper de leurs finances publiques. Jusqu'ici, on a écarté les Africains des problèmes de finances publiques. Et même dans les partis politiques africains, on n'en parle jamais. Or, la finance publique, et schématiquement, le budget, c'est-à-dire la partie dépenses et les recettes, c'est-à-dire la partie recettes, vous devez les Africains, il est temps qu'ils se lèvent pour s'occuper de leurs finances publiques. Et qu'est-ce qu'ils verront? Par exemple, pour ce qui concerne l'endettement, ils verront deux choses extrêmement graves. Premièrement, il est grave qu'un État
s'endettent dans une monnaie qu'ils ne contrôlent pas. Deuxièmement, il faut voir les clauses de l'endettement. Vous voyez que si l'endettement en lui-même n'est pas une mauvaise chose. La finance publique et les clauses de l'endettement. Je vous dis que, Jean, désormais, vraiment, si vous pouvez passer un message aux Africains, c'est que il est temps qu'ils se lèvent pour s'occuper de leurs finances publiques. Qu'ils regardent aussi bien les dépenses que les recettes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Parce que si vous êtes souverain, la souveraineté, quand je parle par exemple de souveraineté et de souveraineté de la monnaie, ça ne veut pas dire que ça appartient au gouvernement. Qui est le souverain? C'est le peuple. Et il peut exercer cette souveraineté à travers, soi-disant, son parlement, mais si les parlements sont défaillants, le peuple doit lui-même agir. Tout citoyen doit être comptable des deniers publics. C'est-à-dire que si vous voyez où il y a un vol, vous devez le signaler. Et si vous voyez où il y a une dépense qui n'aurait pas dû avoir lieu, vous devez le signaler. Et alors, ce qui me ramène à la question de la dette. Donc, l'endettement, je vous dis, il faut surveiller deux choses. Dans quelle monnaie vous vous endettez et quelles sont les clauses de l'endettement. Or, l'endettement des pays africains, quand vous faites vous allez voir, ils s'endettent en dollars, ils s'endettent en euros, ils s'endettent en tout, mais figurez-vous, ils ne contrôlent aucune de ces monnaies. Ça veut dire que c'est un problème majeur qu'ils se mettent, c'est une corde qu'ils se mettent au cou. Les États-Unis d'Amérique, si je vous dis le montant de la dette publique américaine, vous allez sauter au plafond. Mais ça n'a aucun effet négatif sur les États-Unis. Ça ne fait pas trembler l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique est souveraine et produit des dollars. Vous ne pouvez pas, quelle que soit la facture que vous présentez devant l'État américain en dollars, l'État américain peut payer. Parce que c'est lui qui imprime le dollar. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui, tout à fait. L'État américain ne peut pas être en faillite en ce qui concerne le dollar. L'État américain n'a pas à aller travailler pour avoir des dollars parce qu'elle crée le dollar. Mais vous, État africain, vous allez vous endetter en dollars, c'est que vous vous mettez une corde dans les coups, au cou, parce que vous ne savez pas, vous n'avez aucun contrôle sur le dollar. Première chose, et qui est une grosse bêtise, moi, dirigeant africain, je ne m'endetterai pas dans ces conditions. Deuxième chose, les clauses de l'endettement. Quelles sont les clauses de l'endettement? Quand je parle par clause de l'endettement, je parle aussi des créanciers. Vous, État africain, vous vous endettez aux frais du FMI et de la Banque mondiale sur des clauses qui leur permettent de venir contrôler votre management, de venir s'immiscer dans vos affaires internes. C'est inadmissible. Et c'est ainsi qu'on a vu, on les appelait à l'époque les conditionnalités, qu'on a détruit l'appareil productif public en Afrique. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, a ainsi contribué, encouragé la destruction et l'arrêt de tout investissement public en Afrique. Les hôpitaux n'ont plus été construits, les routes n'ont plus été construites, ni même entretenues. Le délabrement total et le début d'industrialisation qu'il y avait a été aboli et anéanti. Si bien que sur le plan industriel, beaucoup de pays, ou un grand nombre de pays africains se trouvent aujourd'hui dans un état où la production industrielle en part est inférieure à ce qu'elle était dans les années 70. Tout cela à cause des conditions qui entourageaient leur endettement, les conditions qui venaient avec leur endettement. Non, pas favorisées, qui venaient, c'était les conditions de leur endettement. Ils se sont endettés à cette condition et la Banque mondiale, le FMI dit, vous allez vous endetter, mais pour ça, supprimer, licencier les fonctionnaires, ne donner plus de subventions à l'agriculture, détruisez ceci, détruisez cela. Donc, vous voyez que sur ces deux côtés, l'endettement, tel que le pratiquent les États africains, est un endettement suicidaire. Et ce n'est pas par hasard que il traîne comme un boulet depuis des années l'endettement. Tous les pays du monde ont résolu leurs problèmes d'endettement pratiquement, sauf l'Afrique.
Vous savez que la première grosse crise d'endettement, c'était la crise d'endettement du Mexique dans les années 80. D'accord. Il y a eu la crise de l'endettement de la Russie, il y a la crise de l'endettement des pays asiatiques, mais tout ça est résolu. Il n'y a qu'en Afrique où il y a une crise perpétuelle de l'endettement. Donc les pays africains doivent faire attention et changer. Et tout ceci est possible parce qu'ils n'ont pas de monnaie. Ils ont accepté l'esclavage monétaire. Ils ont un projet d'union monétaire de banque centrale qui est inscrit dans l'article 19 de l'acte constitutif de l'Union africaine qui a été signé à Lomé en juin 2000, mais ils n'appliquent pas. Ils sont contents de vivre dans l'impotence monétaire avec le morcellement monétaire qu'il y a en Afrique. Dans ce cas, leur monnaie n'a aucune valeur sur le marché international et c'est pour ça qu'ils courent derrière le dollar, ils courent derrière l'euro. Alors qu'ils ont des moyens de créer une monnaie qui sera non seulement une monnaie solide, mais une monnaie la plus appréciée si elle utilise la théorie vectorielle de la monnaie et les ressources naturelles et les services qui seront doublement souverainisés pour permettre cette création monétaire d'un genre nouveau que je conseille. Donc, vous voyez que le problème de l'endettement est grave et maintenu en Afrique parce qu'il n'y a pas une réflexion de fond sur ça et parce que les institutions internationales travaillent pour perdre l'Afrique et non pour l'aider au développement. Quand on dit l'institution d'aide au développement, c'est pas du tout l'aide au développement, c'est l'aide au sous-développement et même l'aide au rampement. Parce qu'on veut que les Africains continuent de ramper pour venir supplier à genoux, à plat ventre qu'on les aide. Alors qu'ils ont tous les moyens pour être le lieu de prospérité par essence dans le monde aujourd'hui. Donc, voilà pour le problème d'endettement. Et maintenant, il y a le problème d'endettement particulier vis-à-vis de la Chine, qui est très grave. Qui est très grave parce que la Chine n'accepterait à aucun pays de faire aux Africains ce que la Chine fait aux Africains. La Chine est un pays dont la souveraineté est un principe qui est élevé au niveau de la bombe atomique chinoise. La monnaie chinoise, les officiels chinois tiennent la souveraineté monétaire de leur monnaie nationale au même rang d'importance que leur bombe atomique. D'accord. Et là, il y a un très mauvais jeu que les Chinois font et que les Africains acceptent. On ne peut pas jeter. C'est pas le problème. Les Chinois n'ont pas forcé les Africains. C'est les Africains qui ont accepté. Donc, au lieu de se retourner contre les Chinois, tout en sachant qu'ils font un mauvais jeu, le premier geste des Africains, c'est de demander à leurs dirigeants pourquoi vous faites cela. Pourquoi, en face de la Chine, n'agissez-vous pas comme un seul pays uni? Pourquoi ne créez-vous pas une monnaie unique? La Chine, c'est 1,3 milliard habitants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un pays comme le Sénégal peut faire face à la Chine seul? L'impératif de l'unité africaine nous apparaît depuis longtemps, nous l'avons dit. Et en cela, on n'est pas les premiers. Kwame Nkrumah l'a dit, c'était la route à suivre. Vous ne serez pas aujourd'hui à aller à plat ventre devant la Chine pour qu'elle construise vos infrastructures. C'est inadmissible. Donc, on revient à la même chose, au problème de la souveraineté. Si vous voulez être souverain, il y a plusieurs terrains sur lesquels vous devez l'être, mais en particulier, je reviens sur le triangle, les 3 côtés du triangle. Si vous êtes souverain, dans ces 3 côtés, vous n'aurez pas de problème d'endettement. Si vous êtes souverain et que vous agissez de façon unique, je vous assure, l'Afrique n'aura pas de problème d'endettement. Mais si vous continuez à vous faire le bras armé de puissance extérieure contre votre population, le problème d'endettement continuera. D'accord. Et donc, qu'en est-il de la présence militaire? Et puis, je pense que ce sera une dernière question. Alors, la présence militaire, nous revenons à la souveraineté, vous avez le côté militaire. Pour moi, c'est très simple. Il ne doit avoir aucune armée étrangère sur le sol africain. Voilà, je pose cela comme un axiome. Ce ne sont pas les gens qui manquent. L'Afrique a une jeunesse nombreuse. Vous pouvez créer l'armée la plus nombreuse en Afrique.
Donc, il n'y a aucune raison que des forces chinoises, russes, américaines, des soldats viennent en Afrique. Les jeunes Africains sont solides, forts. Ils peuvent former l'armée que vous voulez. Quelle que soit la taille de l'armée, vous aurez des gens. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont venus défendre leurs intérêts et qui n'est pas le nôtre. Nous devons le dire tout de suite comme ça. Deuxièmement, en supposant, avec 2000 suppositions, que vous admettiez une armée étrangère sur votre sol, mon deuxième axiome est le suivant. Cette armée ne doit agir que sous le commandement d'un soldat africain. D'accord. Et vous comprenez pourquoi j'étais contre l'opération Barkhane ou toutes les opérations françaises. Toute opération militaire étrangère doit être soumise au commandement français, sur le sol africain, doit être soumise au commandement africain. Sinon, qu'elle rentre chez elle. Que cette armée rentre chez elle, elle n'a pas sa place en Afrique. Et là encore, c'est un abandon incroyable de souveraineté que les dirigeants africains acceptent que des armées étrangères viennent opérer dans leur pays. Et rien que cela, c'est suffisant pour que ces pays, ces chefs d'État soient chassés du pouvoir. Vous imaginez le président des États-Unis, Trump, accepter que l'armée russe ou une armée étrangère vienne, je ne sais pas, en Californie et fasse ce qu'elle veut? Mais l'impeachment se fait dans la seconde. Et il va terminer le reste de sa vie en prison. Voilà comment des pays qui se respectent agissent. Chez nous, ce qui est anormal est rentré dans la norme. Et les gens acceptent l'anomalie. Il n'y a aucune raison que Barkhane, au Mali, soit sous commandement français et que l'autorité malienne ne sait même pas ce qu'elle fait. Et que le président de la République de France atterrisse parmi les soldats français au Mali et convoque le président malien. C'est une honte qu'on ne peut pas effacer. Et que le président malien y aille. C'est un acte de traîtrise et de honte. C'est inadmissible. Même en France, imaginez que l'armée malienne débauche, je ne sais pas, en province, fasse son camp, fasse ce qu'elle veut, et que le président malien de Marseille convoque le président de la France et que le président de la France quitte Paris pour aller à Marseille. Imaginez la réaction des Français. C'est parce que les Africains, on les a habitués à accepter l'inacceptable. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette révolte qu'il faut. On les a habitués à se considérer comme des sous-hommes. Parce que les sous-hommes, seuls des sous-hommes peuvent accepter ce genre d'humiliation. Si vous êtes des hommes debout, droits, vous n'acceptez pas qu'on vous humilie à ce point. Chez vous. Tout à fait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais tout à fait. Alors, il y a une actualité récente là qui a émergé par rapport au Mozambique. Il y a un contrat qui a été signé avec la France par rapport au pétrole, je crois. Et en fait, la France et je crois les États-Unis ont demandé à pouvoir patrouiller le long des côtes nord du Mozambique. Donc là, j'ai pas vu de réponse encore du gouvernement mozambiquais, mais bon, ça pose ça pose déjà problème et questions. Alors, je ne connais pas cette question en détail. Vous avez raison, je suis en train de me renseigner là-dessus parce qu'en général, quand moi je parle, c'est quand j'ai de l'information de première main, j'ai contacté des amis mozambicains et des gens en Mozambique pour avoir un peu plus d'informations. Mais ce que je peux vous dire est ceci. Peut-être même que ces forces patrouillent déjà, ce qui ne me surprend pas. Vous savez que l'Afrique, puisque l'Afrique, les dirigeants africains ont contraint leur pays à l'impotence, y compris à l'impotence militaire, ils ne se sont pas donné les moyens pour être maîtres sur leur territoire et maîtres dans leurs eaux. Il faut une industrie navale militaire. Il faut y construire une industrie aérienne. On ne sait pas ce que les satellites qui surveillent l'Afrique, on ne nous demande pas. On ne nous demande pas. Je suis sûr que les satellites nous surveillent depuis toujours. Surveillent nos eaux, surveillent ce qu'il faut. Ils ne nous demandent, ils violent nos territoires, puisque vous n'avez pas la possibilité de le faire, de contrôler. Vous n'avez pas l'outil
militaire, l'outil stratégique pour répondre, c'est votre faute. Prenez-vous-en en vous-même. Nous sommes dans un monde où c'est la compétition internationale et les forts bouffent les petits. Vous avez accepté, ou bien nos dirigeants, les dirigeants africains, acceptent de rester dans la situation de faible. Pourquoi ne menace-t-on plus, par exemple, les États, la Russie? Vous savez que l'histoire récente vous a montré quand la Russie s'est affaiblie, après l'écroulement de l'Union soviétique, la Russie est devenue presque la risée du monde. Tout à fait. Mais le président Poutine est venu, il a commencé par rétablir l'outil militaire. Parce qu'il faut se respecter et se faire respecter. Et savoir que si on vous attaque, même si vous n'êtes pas le plus fort, vous aurez une réplique qui dissuadera l'attaque contre vous. Mais si vous n'avez pas une armée, si vous n'avez pas une industrie de l'armement, vous n'avez pas créé, vous n'avez pas calibré votre armée pour qu'elle soit à la mesure des attaques. Au contraire, les dirigeants africains ont calibré leur armée pour s'en prendre à leur population. Au contraire, on enseigne à l'armée à aller au quartier, frapper la population, tirer sur la population, tirer sur les manifestants. Ça, ce n'est pas une armée. Ce sont des criminels. Une armée doit être orientée vers l'extérieur. Le pistolet d'une armée est orienté vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'agresseur externe. Et en l'occurrence, s'il y a ces patrouilleurs dans les eaux mozambicaines, la force militaire mozambicaine doit être orientée contre eux, parce qu'il appartient à l'armée du Mozambique d'assurer la sécurité dans les eaux qui sont les leurs. Si c'est les eaux internationales, ça c'est autre chose. Mais il n'y a pas une réflexion stratégique militaire en Afrique dans ce sens. Et c'est là encore un travail à refaire. C'est un échec total. En Afrique, l'armée sert à deux choses. Premièrement, à faire des défilés et deuxièmement, à tirer dans la plupart des cas contre sa population. Sinon, Boko Haram ne serait pas là à embêter. Le Niger est censé avoir l'armée la plus puissante d'Afrique. Pourquoi un petit groupe de gamins, même s'ils sont des appuis extérieurs, défie cette armée depuis des années, où elle n'est pas professionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Et défie l'armée du Cameroun, défie l'armée du Tchad. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ces soldats ont-ils été entraînés? Qu'est-ce qu'on leur a appris? Même si au demeurant, nous devons nous incliner devant le sacrifice de braves garçons qui sont tués par ces criminels de terroristes. Mais il y a une réflexion générale sur le rôle de l'armée et surtout sur son calibrage. Vous calibrez votre armée pour quoi faire? Quels sont les ennemis qui nous ont attaqués historiquement? Moi, je n'en vois qu'un seul. C'est le même ennemi qui vous a mis en esclavage, c'est le même ennemi qui vous a mis en colonisation, et c'est le même ennemi qui vous domine aujourd'hui. C'est contre cet ennemi que vous devez calibrer votre armée. Et si vous ne calibrez pas votre armée contre cet ennemi, et que vous continuez à la calibrer pour sauver le pouvoir du dictateur du jour, vous aurez le résultat que vous aurez. Et l'Afrique sera ce qu'elle est. Très bien, très bien. Alors là, voilà, je vais finaliser sur ce point. Par rapport à la situation, parce que Covid, ça a quand même pas mal perturbé, modifié les comportements. Aujourd'hui, on voit que il y a des questions sur les espaces aériens, notamment le bras de fer entre le Sénégal et la France. On voit que la question est en train d'être soulevée en RDC. Et on voit sur le terrain que il y a vraiment une question par rapport à la véracité des chiffres, notamment par rapport à ce qu'on peut voir avec l'IHU de Marseille avec le professeur Raoult et avec d'autres spécialistes dans d'autres pays. D'ailleurs, là, il y a des commissions qui sont nées aux États-Unis, en Allemagne, et il y en a qui sont en train de commencer à émerger dans pas mal de pays et qui posent des questions par rapport aux chiffres, parce que il semblerait que les chiffres ne soient pas exacts.
et par rapport au protocole. Parce que dans beaucoup de cas, la question de la chloroquine et puis une question un peu oubliée, la question de l'artémisia, sont en fait écartées comme des comment dire, de faux miracles, quoi. Et donc, moi j'ai une question par rapport à ce qui s'est passé au Burundi, par exemple. On a eu des représentants de l'OMS au Burundi qui ont été expulsés. À la suite de ça, on voit que la première ministre a été évacuée, a priori pour cause de Covid, et on voit que que l'ancien président décède à 50 ans, je crois, ou 50 et quelques années, coup sur coup, après cette expulsion. Est-ce que c'est un hasard, ou est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet entre ces événements? Parce qu'on voit est-ce que c'est un hasard, ou est-ce qu'il y a... Cette pandémie est quelque chose de sérieux, et j'aimerais qu'on la traite sérieusement, sans faire de procès d'intention et sans jouer, et pour laquelle on n'a pas encore de solution, du moins de solution consensuelle. Et dans ce genre de choses, il faut s'en remettre aux scientifiques. Vous savez que la crise financière de 2008 a remis en doute, a rabattu le caquet à beaucoup d'économistes qui n'ont toujours pas pu trouver la solution aujourd'hui. Et l'économie fait partie de ce qu'on appelle les sciences molles. Je crains que la crise du Covid fasse la même chose pour les sciences dures, et en particulier pour la médecine et la pharmacie. Mais nous sommes en sciences. À l'heure où nous parlons, des scientifiques de haut niveau travaillent de par le monde pour résoudre ce problème. Nous ne devons pas jeter l'opprobre sur eux. Nous ne devons pas les accuser. Au contraire, nous devons les encourager, et nous devons faire en sorte que les Africains soient dans le groupe de ceux qui travaillent aussi pour cela, y compris s'il faut un vaccin, que les laboratoires, les scientifiques africains aient les moyens, que les gouvernements leur donnent les moyens pour faire de la recherche scientifique pour résoudre ce problème. On ne va pas résoudre le problème, résoudre une pandémie avec des marabouts ou avec des recettes dont l'efficacité n'est pas scientifiquement prouvée. Dans ce genre de choses, moi, je suis le langage de la science. Ensuite, pour les chiffres, moi, je ne fais pas le décompte, mais il faut, à un moment donné, ou faire confiance ou ne pas faire confiance. Pour l'instant, moi, je fais confiance en Afrique à l'institution qui s'appelle l'Africa CDC. Je ne sais pas si vous connaissez l'Africa CDC. Non, je découvre. D'accord. Africa CDC. L'Africa CDC, c'est l'institution créée à côté, qui fait partie de l'Union africaine, qui avait pour but de surveiller la surveillance médicale. CDC, c'était créé comme il existe un CDC, Center for Disease Control. C'est un centre de contrôle et de prévention des maladies créé à l'image de son homologue américain, qui est comme un tour de radar qui contrôle la maladie et prévient en toute l'Afrique. Donc, la pandémie de Covid-19 est arrivée. L'Africa CDC, sur son site, publie chaque jour des chiffres. Faute de mieux, moi je m'en tiens à ces chiffres. Et c'est l'Africa CDC qui coordonne l'action des gouvernements africains pour la lutte contre le Covid-19. Pour l'instant, je crois qu'ils ont fait du bon travail. Ils ont fait du bon travail, notamment en dispatchant les aides reçues et qui étaient reçues de l'étranger, arrivées pour l'Afrique en général, et dispatchées dans divers pays. Et je vous signale en passant que Jack Ma, le milliardaire chinois qui a créé Alibaba, a fait des dons dans ce sens par une série de dons en matériel qui ont été transportés par des avions d'Ethiopian Airlines de Chine jusqu'en Éthiopie, et d'Éthiopie, Africa CDC a dispatché dans les différents pays africains. Voilà des actions concrètes. Moi, pour l'instant, je fais confiance à CDC. Vous me parlez du truc de Burundi. Je ne peux pas mettre je ne trouve pas de relation de causalité entre la mort du président ou l'évacuation de ce premier ministre, comme vous dites, et l'expulsion pas de
des gens de l'OMS. Je ne connais pas les conditions de l'expulsion des gens de l'OMS, mais je sais que vous parlez de Africa CDC, qui est dirigé par le docteur John Kengasson, qui, encore une fois, je crois, fait du bon travail avec son équipe. Ils ont même créé un fonds anti-Covid, qui est dont l'un des dirigeants, il y a deux dirigeants. L'un, c'est le professeur Rome, qui est le président de l'Africa Exim Bank, qui est en Égypte, qui a son siège en Égypte, au Caire en Égypte, et l'autre sur place en Éthiopie, qui est comme un secrétaire, le secrétariat, c'est le docteur Benjamin Djemlabaye, qui fait aussi un très bon travail. Ce sont des techniciens à qui je fais confiance pour faire leur travail. D'accord, donc l'Africa CDC. Oui, Africa CDC. Vous allez sur Internet, vous trouvez tout. D'accord, très bien. Très bien, très bien. En tout cas, merci pour tous ces éléments. Ok. Et pour tous ces retours. Et bon, en tout cas, merci pour tous ces éléments, ces retours et cette vision d'ensemble et ces pistes de solutions que vous avez données, notamment le triangle de souveraineté. Oui, très important. Et aussi les finances publiques. Il est temps que les Africains, parce que on croit que c'est trop compliqué, on ne veut pas que les gens s'en occupent. Vous devez demander comment est-ce que l'argent public est dépensé. Et on doit vous rendre compte. Il faut que les gens apprennent à rendre compte en Afrique. Aussi bien les ministres, même les préfets, de l'argent public. Et en commençant par le président. Le président doit commencer par montrer l'exemple. Et ça, on doit de plus en plus que ce soit inscrit même constitutionnellement. Sinon, il y a des dépenses, on ne sait pas où va l'argent. Et les gens sont pauvres et continuent de s'appauvrir. Et la lutte à mener est une lutte ferme contre le Wacron aussi. N'oubliez pas cela. C'est crucial. Très bien, très bien. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, la France qui renouvelle toujours sa servitude des Africains. Rappelez-vous le 20 mai 1802, quand Napoléon rétablit l'esclavage, et je vous dis, la France est le seul pays, l'unique pays qui l'a fait. Et rappelez-vous quand Charles de Gaulle rétablit la colonisation d'une autre façon, et s'en prend y compris en utilisant l'arme du nazisme monétaire contre Sékou Touré. Et rappelez-vous le 20 mai 2020, quand Emmanuel Macron rétablit le franc CFA, rétablit le Wacron, en faisant semblant de supprimer le CFA. Quand vous avez compris cela, vous avez compris beaucoup de choses et l'Afrique aura fait un grand pas vers sa libération et sa souveraineté.